BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et très bonne année. Voilà, c'est la première chose qu'il faut vous dire quand même et c'est tout à fait naturel. Je suis très heureux de vous retrouver. Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2024. De quoi je me mêle donc, qui ouvre une année 2024 qui sera forcément formidable dans la tech. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec En Point d'Orgue dans quelques jours, le CES de Las Vegas. Alors au menu de ce De quoi je me mêle, l'actu de la semaine bien évidemment, et puis aussi on se projettera sur l'année qui vient de débuter avec les annonces technologiques qu'on pourrait attendre. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez nous suivre sur Twitter. Encore une fois, tous nos vœux. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Anthony Morel est là. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Meilleurs vœux à vous, les amis, Mélinda, François, et à tous les auditeurs, évidemment, et oui. Ceux qui nous regardent sur YouTube. Anthony Morel qui, le 1er janvier, était déjà là sur l'antenne de BFM Business en direct. Je me sentais seul. Je t'avoue. Je ne sais pas s'il y avait du monde de l'autre côté. Nous, on a pensé à toi. Mais bon. Nous, on a pensé à toi, mais pas à 6h du matin. Non. Salut Mélinda. Bonjour. Et bonne année Mélinda. Bonne année messieurs, bonne année à tous. Voilà. Et Anthony et Mélinda qui seront du voyage, bien sûr, le CES de Las Vegas. On va en parler, ça sera notre module bonus de quoi je me mêle tout à l'heure. On va vous raconter un petit peu comment ça se prépare. Ce CES, ça sera un petit peu le off donc de ce module bonus de quoi je me mêle. Mais pour débuter, l'actu ne s'est pas arrêtée pendant ces fêtes. Et on va commencer par quelque chose qui est tombé il y a quelques heures maintenant. Eh bien, il s'agit d'une nouvelle touche qui va arriver sur votre clavier d'ordi. Alors peut-être pas sur Mac, mais sur PC, ça c'est sûr. Probablement pas. On sait jamais, tu sais. Il se passe tellement des choses bizarres. T'as raison. Mais une nouvelle touche sur un clavier d'ordinateur, ça s'était pas vu, Anthony, depuis une éternité. Depuis 30 ans, en fait. Depuis 30 ans. Ouais, le dernier nouveau bouton, la nouvelle touche, c'était la touche Windows, en fait, qui avait été ajoutée. Alors, je crois que c'était en 94. Ouais, vraiment, ça commence à dater ouais. vraiment, tu vois. Donc, c'est quand même un petit événement, mais forcément, vu les thématiques du moment, tu peux te douter ce que c'est que cette nouvelle touche. C'est une touche. C'est la touche métavers. C'est la touche métavers, oui. Voilà, t'appuies dessus et paf, d'un coup tu te retrouves dans le VR. Ça, ce sera pour 2025. Ouais, ça. On se garde ça. Non, c'est la touche copilote, c'est la touche intelligence artificielle. Donc un petit bouton qui te permettra d'accéder en une touche à toutes les fonctionnalités IA de Microsoft. Un copilote, on rappelle, c'est le petit assistant avec de l'IA partout qui va injecter finalement de l'intelligence artificielle dans tous les logiciels et dans toute l'utilisation de Microsoft. Alors ça peut être quand tu es en train d'utiliser Windows, quand tu es sur Outlook en train d'écrire un mail, tu appuies sur copilote. Alors, on peut imaginer les cas d'usage et il va te proposer une réponse au mail auquel tu es en train de répondre. Si tu es en train de faire une visio sur Teams, tu appuies sur copilote et on va te proposer de faire un petit résumé de ce que tu as raté au début de la réunion ou à la fin. Enfin, voilà, on peut imaginer tous les cas d'usage potentiels, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, c'est rarissime en fait qu'on touche au clavier, qu'on ajoute une touche. C'est quand même pas rien, c'est une vraie réflexion. Ça veut dire que là, on a quand même une lame de fond technologique, on a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis Mélinda, ça veut dire que tous les constructeurs d'ordi, alors après je pense qu'ils auront le choix de la mettre, de l'insérer ou pas sur leur clavier, mais vont sans doute suivre le pas, puisque c'est un partenariat avec Microsoft. Et Microsoft est le partenariat, on va dire, de facto des HP, des Lenovo, des Acer, des Acer, etc. Ça va être un peu dans le package Windows 11 en fait. Quand vous voulez avoir la licence, vous êtes un fabricant, il faudra penser à mettre cette petite touche. Alors, comme le disait très bien Anthony, on ne mesure pas encore, je pense, la révolution, juste que trouver une place pour ce bouton sur ce clavier. Ouais. Alors, a priori, ce sera à la place de la touche liste. Donc, regardez tous vos claviers. C'est la touche dont vous ne vous servez jamais à droite de la barre espace. Ou de contrôle droit. Apparemment, alors, ce sera variable voilà, en fonction des claviers. Ce sera en fonction parce que la touche liste, donc ce fameux petit bouton qui ressemble à une liste, en fait, personne ne s'en sert vraiment. Si vous utilisez le clic droit de la souris, par exemple, c'est la même chose. Je suis en train de le chercher sur le clavier. Tout le monde. Et je ne le vois pas. Tous ceux qui nous écoutent et nous regardent vont faire la même chose. Comme un petit menu, normalement. C'est à côté des flèches sur le clavier. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, oui. Donc, François est comme 95% des gens qui nous écoutent ou nous regardent n'avaient pas vu la touche. Je crois que mon doigt n'a jamais effleuré cette touche. Voilà. Mais je pense que c'est la réflexion de Microsoft, elle est là. Ce bouton ne sert pas à grand monde, donc autant le remplacer. Mais moi, il y a un truc que je trouve formidable. Microsoft n'a jamais été, une entreprise qui anticipait, faisait les choses trop rapidement. Là,
Copilot, c'est quelque chose qui n'a pas été lancé il y a si longtemps que ça. Ils ont déjà réfléchi à une touche. Ils l'ont pas pensé la semaine dernière. Donc, parce que pour que on en parlera plus tard, mais comme tu l'as dit, s'il y a des fabricants qui vont l'intégrer, ça s'est pas décidé sur les modèles 2024 début décembre. C'est des choses qui sont pensées depuis. Donc, la vitesse à laquelle Copilot se déploie, c'est incroyable. Ça vient d'arriver sur les smartphones Android et iOS. Enfin, ça permet d'avoir ChatGPT 4 gratuitement en plus. C'est ça qui est fort. Je ne sais pas si vous avez suivi ce truc-là. Hein. C'est juste un accès à un assistant, alors on met l'assistant vocal plus, d'un clic sur les smartphones, d'un clic sur les PC. On parle beaucoup de PC AI pour 2024, ça va être une grosse tendance. C'est ça. Le bouton, il y est, quoi. Là, on n'aura plus d'excuses, en fait, de ne pas l'utiliser. Mais en version payante, quand même, parce que c'est Copilot, c'est aussi ça, le truc. Mais alors, tu sais quoi ? Ça marche avec le... Mais j'ai cru comprendre que les fonctions Copilot de Windows, certaines de ces fonctions seraient gratuites. Alors, Edge. Histoire de t'allécher un peu. Ouais, c'est ça. Ah oui. Parce qu'après, si tu veux un package à $30 par mois. Et si tu veux Office et Outlook, etc., avec toutes les fonctionnalités, là, tu seras obligé de payer. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça s'appelle Copilot. Mais quand on voit la puissance de ce truc-là, est-ce que demain, ça va être rebaptisé Autopilote ? C'est clair. Non, mais tu as raison. Il y a eu des démos sur Teams qui sont hallucinantes quand même. C'est hyper impressionnant. Je veux dire, ça remplace même la personne qui est en visio et qui va, pour certaines choses, pouvoir répondre de par les mails qui ont été envoyés, enfin des trucs de dingue. Sur les PowerPoint aussi, tu vois, quand tu es en train de faire tes PowerPoint, tu vas te faire une proposition de slide et tout. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est le bouton magique un peu. C'est le bouton magique. Tu vas lui dire, hop, je suis sous. Alors, il va détecter, je pense que ça va fonctionner comme ça, connaissant un peu Microsoft, il va détecter le logiciel sur lequel tu es, tu appuies sur le bouton, on va te proposer des fonctions, ou tu vas lui dire, allez, fais-moi mon doc Excel là, pour reprendre toutes les données qui sont dans mon mail du 30 septembre, et comme ça, je vais me faire un café pendant ce temps-là. C'est le bouton bosse à ma place, en fait. C'est ça. Moi, sur Teams, ça me fait marrer, parce qu'il est capable de vous faire un résumé de ce qui a été dit. Enfin, la promesse de Microsoft, c'est ça va vous faire un résumé de ce qui a été dit pendant la visio, pendant le call, si vous avez raté un moment. Donc les gens vont arrêter d'écouter, mais si tout le monde arrête d'écouter, Copilot, il raconte quoi en fait ? C'est ça le problème. Il va discuter avec le Copilot du voisin. Non mais il fera le contenu des réunions. Écoute, on n'est plus à ça près. C'est ça. Un moment. Mais on blague, mais honnêtement, je pense que bien utilisé, pas comme Cortana, ça peut être quelque chose d'assez révolutionnaire quand on voit ce que Microsoft propose et présente depuis des mois autour des fonctions Copilot à venir dans tout. C'est des gains de productivité qui sont énormes, mais avec derrière toutes les problématiques qu'on aborde à chaque fois, de suppression de postes. Enfin, il y a plein de boîtes qui vont se rendre compte qu'avec ces outils-là, en fait, tu vois, le bouton autopilote, le petit jeune qui faisait les PowerPoint. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un bouton qui bosse quasiment tout seul, ça veut dire que la personne qui est derrière a appuyé sur le bouton, finalement, il y a un moment, elle sert plus à grand chose non plus. Ouais, après il faut se méfier parce qu'on se rend compte que malgré tout c'est un outil. Il va falloir penser à la manière dont tu vas agencer ton. Si on prend l'exemple du PowerPoint, il va falloir le vérifier, il va falloir peut-être modifier des choses, tu vois. Oui, mais tu auras besoin de combien de personnes par rapport à aujourd'hui ? C'est toujours ça le truc. C'est-à-dire que bien sûr, tu auras toujours besoin de l'humain. Mais là, tu vas avoir un humain qui peut faire la tâche de 5. Alors moi, je suis moins pessimiste que toi, mais beaucoup plus avocat du diable. Je pense que les gens qui sont créatifs vont utiliser ça comme un ajout créatif. Les gens qui n'étaient pas créatifs, qui bossaient à minima, oui, ça va les remplacer, en fait. Parce que, mine de rien, si tu ne nourris pas, ça reste une IA. Si tu ne la nourris pas intellectuellement, quelque part, elle te sert à rien. Peut-être que les personnes qui ne servaient à rien, mais n'avaient pas le potentiel pour créer quoi que ce soit, oui, ça va leur faciliter le travail. Et on va peut-être plus se rendre compte qu'ils ne servaient à rien. Voilà, c'est l'un des débats qu'on évoquera de manière perpétuelle tout au long de l'année 2024, l'intelligence artificielle. Toi qui connais bien l'univers Apple, est-ce que c'est le feu en ce moment chez Apple avec cette histoire de touches supplémentaires ? Parce que d'un côté, Windows se retrouve avec une valeur ajoutée énorme, tu vois. Est-ce que Apple va se retrouver un peu mis sur le bas-côté, quoi ? Oui et non. Je te dirais non parce que c'est pas... Philosophiquement, ils ne sont pas encore dans ce virage-là. On sait qu'ils travaillent sur des IA, sur des choses comme ça, mais en fait, l'IA aujourd'hui, c'est impressionnant quand c'est ChatGPT, quand c'est Bard, parce que visuellement, on voit un truc waouh. Mais en fait, l'IA dans les smartphones, par exemple, ou dans n'importe quel appareil technologique, ça existe depuis des années. Enfin, quand on prend un iPhone et que le matin, il a compris que quand vous vous levez, la première chose que vous faites, c'est regarder la météo ou allumer, la radio. Vous n'avez jamais remarqué qu'il vous met tout de suite ces applications que vous utilisez. C'est de l'IA en fait, c'est de l'IA qui apprend. Mais quand on voit que utile. Donc eux là-dessus, ils n'en ont pas besoin. Deuxième chose, ils ont un partenariat très fort depuis des années avec Microsoft. Donc de toute façon, comme on sait que c'est aussi une fonction qui arrivera dans la suite Office Microsoft 365,
Oui, qui arrivera aussi sur Mac. Indirectement, ils vont l'avoir. Oui, mais je suis pas sûr qu'on retrouve une touche. Ils n'auront pas le bouton, mais est-ce que franchement, tu sais, on va voir. C'est impressionnant le bouton pour le moment. Combien de gens vont s'en servir? Tu n'avais même pas remarqué le bouton liste. Est-ce que tu vas mieux remarquer le bouton Je pense l'utiliser plus que le bouton liste. Toi, oui. Non, mais toi, oui, c'est sûr. Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où tu auras goûté, tu auras du mal à revenir en Mais comme tu disais, à 30 euros par mois, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui va appuyer dessus. Alors ça c'est vrai, non mais tu as raison, ça c'est la limite. Mais si tu as effectivement des features qui sont certaines fonctionnalités qui sont accessibles de base, ça peut être intéressant quand même parce que c'est l'une des limites aujourd'hui de l'IA type ChatGPT, Bard, on en parle beaucoup, c'est en fait le fait de s'y mettre, d'aller sur l'application, le site, le premier geste, c'est le premier geste qui coûte une fois que tu y as goûté. Exactement. Là si tu as un bouton qui est au milieu du clavier et tu appuies dessus et tu trouves bam, un truc qui se passe, je pense que ça peut être aussi un outil d'adoption pour pas mal de monde. Moi, je vois un truc malin, très malin pour Microsoft, c'est que là où c'est le plus efficace et le plus facile d'accès pour le plus grand monde, c'est dans Edge, qui est un navigateur, honnêtement, que peu de gens utilisent. Moi, j'utilise une fois de temps en temps. Dans Edge, c'est très facile d'accès, Copilot. Ça va être la base de beaucoup de gens. Donc, si tu veux l'utiliser, l'incitation, ça va être tu vas avoir des plugins qui vont arriver sur Chrome. Ah oui, je pense. Ouais, mais en attendant, le plus simple et le plus intuitif pour le commun des mortels tech, ce sera dans Edge, et je pense que là-dessus, dans Edge et dans Microsoft 365, c'est là où ils vont être bons. C'est pas dans les abonnements des options. Ok, alors bon, on va voir comment Apple réagit suite à cette annonce et comment va être intégrée cette intelligence artificielle. Le monde Android n'est pas à côté de tout ça, bien sûr, et on s'apprête à avoir une annonce importante de la part de Samsung avec la nouvelle génération des Galaxy, qui seront sans doute les S24, a priori, je vois pas pourquoi ça s'appellerait autrement. Sinon ce serait une vraie surprise. Plutôt que d'habitude, Mélinda, d'habitude c'est un petit peu plus tard. Là, visiblement, le 17 janvier, on saura tout sur ces produits. Ce qui est intéressant, c'est que, à la limite, on parle même pas du hardware, mais là, ce qu'on murmure, c'est que ça sera une espèce d'avancée énorme en matière d'intelligence artificielle sur ces téléphones. C'est la mode, de toute façon, de faire des smartphones aujourd'hui qui vont être très IA centrés. Compatibles, Voilà, il y a eu le Google Pixel 8, donc ça, c'était vraiment la figure de proue. Mais tous, ils y arrivent. Ils y arrivent aussi pour une bonne raison, c'est que Qualcomm, qui fait le processeur Snapdragon, donc le 8 Gen 3, a mis de l'IA à gogo dedans pour absolument tout gérer. Et donc, c'est-à-dire gérer, évidemment, la photo, les avancées en photo, mais aussi gérer la puissance, les performances et les capacités de calcul en local, sur le smartphone, et dans le cloud, et surtout en local. Donc, Samsung, qui est un des partenaires et qui est un des premiers chaque année à embarquer ce processeur-là, l'a mis dans les Galaxy, on va les appeler S24, parce que a priori, ils s'appelleront comme ça, qui arrivent. Donc, c'est leur promesse sur l'invitation. Ils ne parlent que d'IA, comme tu l'as dit. Ils ont conçu, eux, ils disent, leur IA à eux, mais évidemment, elle est forte chance qu'elle soit basée sur le Snapdragon, avec une surcouche Samsung. Donc pas de ChatGPT, c'est autre chose. Ça va être autre chose. Ils appellent ça Galaxy IA. Galaxy IA, ça s'appelle, mais ils ont dit qu'ils ont travaillé avec des partenaires. C'est ChatGPT qui a trouvé le titre ou peut-être. Ce serait ironie du sort, c'est pas mal. Non, mais attends, mais c'est intéressant. Mais ça poursuit la conversation qu'on avait sur la touche Windows, c'est-à-dire qu'en gros, tous les devices maintenant, tout le hardware. Le principal argument marketing de 2024, ça va être IA Inside, d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être la touche qui va te faire arriver à Copilot, ça peut être l'IA embarquée qui va faire fonctionner en réalité le smartphone, parce que tout va être centré autour de ça. Tu le vois bien avec Pixel, sur les fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est pouvoir transformer tes photos comme tu le veux, c'est avoir accès avec Lens à tout un tas d'outils pour pouvoir, à partir d'un simple scan, d'avoir une analyse du monde qui t'entoure. C'est pas nouveau tout ça, les amis. Lens, c'est pas nouveau. Non, Lens, le marketing derrière tout ça, les photos qui sont boostées à l'IA, le Google Lens, tous ces trucs-là, ça existe depuis des années. Ouais, là, on a franchi une barrière quand même. Sur les photos, c'est quand même assez dingue. Là. Mais d'ailleurs, c'est la promesse du Samsung. Mais parce qu'on arrive aussi, comme tu disais, on parle plus de hardware, parce qu'on arrive à un plafond de verre aussi. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, la photo, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin que est-ce que c'est pas parce que, comme ils n'ont plus rien à raconter en matière de hardware, il faut qu'ils déroulent un autre chapitre. Évidemment. Écoutez, voilà, on est à 100 mégapixels. Le gars des pixels, tu peux pas faire mieux.
mieux. Ok, bon, bah alors on va passer sur autre chose. Je pense que les mecs, ils surfent à chaque fois sur la lame de fond technologique du moment. Je pense qu'ils ont été bien embêtés avec le métavers, parce qu'ils disaient, bon, bah, comment est-ce qu'on va faire pour faire des smartphones pour le métavers? Tu as eu des tentatives d'ailleurs, je me souviens. Hein. C'est ridicule. Ça, c'était un peu ridicule. Là, avec l'IA, pour le coup, là, ils ont un truc, mais c'est une opportunité en or pour eux, évidemment. Donc, il y a une partie marketing, faut pas se le cacher, c'est très très clair. Mais il y a aussi une réalité technologique derrière quand même. C'est-à-dire que vraiment, les outils qu'on nous propose aujourd'hui, je veux dire, les smartphones dopés à l'IA, ça va quand même être quelque chose. Voilà. Mais tu sais, nous, on a été les premiers à l'écrire aussi en 2023. Pour moi, le vrai concurrent de l'iPhone, qui est sous iOS, c'est quand même un autre truc à part, c'est le Google Pixel, parce qu'il propose quelque chose de différent. Parce que sur la photo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les photos qui sont retravaillées à l'IA, il le fait, et en plus il a ajouté ce mode pro, donc un peu manuel, donc pour satisfaire tout le monde. Donc là, Samsung, ils sont obligés de réagir. Même si en termes de vente, ils écrasent Google et les pixels, ils arrivent à un moment où on va leur dire à eux, comme on a dit à Apple pendant des années, vous en êtes où au niveau innovation, les gars? Parce que là, le S24 va ressembler au S23, il y a peu de chances qu'on ait autre chose. On va avoir 3 modèles. Je pense aussi que la promesse IA et tout le tralala, ce sera pour la gamme Ultra, qui est le haut de gamme du haut de gamme chez eux. Je ne suis pas sûr qu'ils le mettent sur les autres. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que cette IA, elle est liée à un processeur qui sera exclusivement sur un modèle haut de gamme, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, l'IA repose sur le cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un processeur hyper puissant pour pouvoir faire de la traduction en temps réel, pour pouvoir retoucher des photos. Mais là, c'est mieux pour pouvoir l'avoir sur le device. Ouais, mais est-ce que c'est un avantage? Après, on ne sait pas ce que... Est-ce on sait ce que Samsung va annoncer ou pas? Est-ce qu'on a des idées d'usage un peu il y en a qui sont murmurés. Il y en a qui sont murmurés. Alors, de rupture, j'ai envie de te dire, quand tu vois ce que fait Google, pas vraiment. Parce qu'on nous parle quand même de l'arrivée de la gomme magique. Ça fait quand même 2 ans déjà qu'on l'a. Il faut un processeur pour la gomme magique? Ah bah alors oui, il faut de la puissance de calcul quand même. Il faut de la puissance de calcul. Et d'ailleurs, sur iPhone, ça existe. Enfin, depuis des années. C'est pas au même niveau. Il y a des applis qui font ça. Oui, mais là, tu es sur un truc qui est quand même un peu plus. Franchement, je sais pas si tu l'as testé sur le Pixel 8 Pro, enfin et même sur les Pixel. Non, mais bien sûr, c'est impressionnant. Tu prends une photo, tu as une personne qui prend la moitié de la photo, tu l'enlèves et elle est Mais est-ce que tu es sûr que ce n'est pas lié? C'est mieux que sur le 7. Et sur le 8, parce qu'il y a plus de puissance sur le 8 que sur le 7. Donc c'est pas lié au cloud. C'est une puce interne qui fait ça. C'est pas simplement, on va dire. Il y a certaines fonctionnalités qui ont encore besoin du cloud. C'est ça. Il y en a qui ont encore besoin du cloud. Alors je sais plus lesquelles, mais les fonctions les plus poussées sur la vidéo et sur la retouche, le fait que tu puisses redimensionner. Voilà. Mais pour les autres, avec le Tensor, normalement, tu peux avec la puce du Google Pixel et avec celle du Galaxy. Parce que la puce du Google Pixel permet par exemple de faire de la retranscription en temps réel sans être connecté au cloud. Ça, je m'en souviens. Ça c'est clair. Ça devrait arriver. Alors ça fait partie des fonctions qui sont murmurées aussi. La traduction en direct sur le Galaxy. Alors grâce à Galaxy AI. Non mais la base de tout ça, c'est le Snapdragon 8 Gen 3 qui arrive de Qualcomm. Qui est déjà sur qui des Xiaomi, est arrivé sur un Xiaomi, un Motorola, mais en gros, à chaque fois, sachez que sur un processeur, t'achètes des fonctionnalités Qualcomm met plein de choses. L'année dernière, on nous parlait des appels par satellite. D'ailleurs, ça a disparu, là, on n'entend plus trop parler. Là, ce sera vraiment tout ce qui va être à l'IA et la différence, la possibilité de calcul sur le cloud ou en local. Et le local, ça va vraiment être la différence. Parce que ça veut dire que tu n'as pas de connexion, tu peux quand même t'en servir. Et là-dessus, Samsung, ils sont obligés d'y aller. D'accord. Mais bon, moi je me demande si, encore une fois, excusez-moi de jouer les troubles faits, je me demande s'il n'y a pas énormément de marketing là-dessus. Qu'est-ce qui fait la différence entre une puce Snapdragon 8 Gen 2 et la 8 Gen 3? La 8 Gen 3 a assez de puissance de calcul pour faire de l'IA et pas la 8 Gen 2? Elle est vraiment IA-centrique, la 8 Gen 3. Ouais, mais... D'accord, ok. Non, mais c'est ça. Mais je me dis, bon, est-ce que c'est pas encore une manipulation marketing? De toute façon, on verra au niveau des usages. C'est ça qui va changer. C'est ça qui fera la différence. S'il y a des trucs vraiment dont tu te sers au quotidien parce qu'il y a de l'IA, là, ça voudrait dire que c'était pas que du marketing, c'était pas que la photo. Moi, je sais que sur les pixels, par exemple, je me sers énormément des fonctions de traduction, de retranscription, de choses comme ça qui sont très pratiques. C'est hyper cool. Mais il y a d'autres fonctions. Enfin, toi, ils ont mis maintenant Bard en partie en usage local. Moi, je m'en sers pas, par exemple. Oui, et puis même sur la photo, il y a beaucoup. Tu sais, ils avaient beaucoup fait leur pub sur le fait que tu puisses changer la tête d'un selfie à un autre et tout. Ok, c'est rigolo. Il y a un côté gimmick. Tu le fais une fois parce que c'est marrant, ça impressionne tes amis la première fois que tu le montres. Puis en fait, tu vas jamais l'utiliser dans la vraie vie. C'est ça le. Non, c'est exactement ça. Voilà.
Bon, on verra. Rendez-vous le 17 janvier. Bien sûr, on suivra ça de près. Juste après le CES, quand même. Quelle drôle de position, mais bon. Tout à fait. Ouais, mais c'est malin de leur part parce qu'ils seront présents au CES, mais ils se gardent la primeur de l'annonce smartphone pour justement quand le feu du CES sera un petit peu retombé et qu'on pourra passer à autre chose. Ils se sont décalés du Mobile World Congress progressivement. Ils étaient de plus en plus en amont pour justement se détacher des autres smartphones. Et là, oui, ils se mettent juste après le premier grand rendez-vous tech de l'année. Oui, parce que Samsung, évidemment, fera d'autres annonces durant le CES, en termes de télévision, en termes de électroménager, connectés, d'électroménager, etc., etc. Et tout ça, évidemment, sera à suivre chez nous, puisque, vous savez quoi, les valises sont quasi... Vos valises sont prêtes ou pas? On va en parler tout à l'heure. Jamais avant la veille du départ. Franchement, ça, c'est le moment ou jamais. On parle très vite. D'ailleurs, au moment où vous écouterez ce De quoi je me mêle, vous pourrez nous imaginer dans les airs en train d'aller direction Las Vegas. Tiens, encore une actualité intéressante, c'est Apple. Que se passe-t-il chez Apple? Vague de départ de personnalités, on va dire, importantes au sein d'Apple. Et puis, notre ami Johnny Ive, qui a toujours été quand même une espèce qui a l'ADN Apple en lui, quoi. Enfin, voilà, c'était l'ami proche de Steve Jobs, etc., qui est parti il y a quelques années, serait en train d'imaginer un smartphone avec OpenAI. Un truc de dingue. Et les deux news sont liées, parce qu'en fait, il est en train de débaucher en masse. Il est en train de siphonner. Mais oui, le réservoir d'Apple. Il récupère son équipe, en fait. Le jus de crâne d'Apple. Non, mais alors, c'est pas rien, parce que ces personnalités, c'est pas des noms qui vont parler à grand monde. Melinda, je pense, les connaît, parce qu'elle connaît très très bien l'écosystème Apple, mais pour le reste, je vais vous donner des noms. Alors, la star absolue, c'est un monsieur qui s'appelle Tang Tan, donc qui a annoncé son départ de chez Apple et qui était le concepteur en chef. En fait, c'est le monsieur qui a remplacé Johnny Ive. Voilà, c'était ça. Donc, le remplaçant de Johnny Ive qui part. Donc, c'est Monsieur Design. C'est le Monsieur Design, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Et il emmène avec lui dans ses valises une vingtaine de personnes, dont Patrick Kaufman, qui est un des responsables de la conception d'interface utilisateur, Colin Burns, qui dirige le Interaction Architecture chez Apple, et Shota Aoyagi, qui fait partie de l'équipe de design industriel. Donc c'est des grands noms, on va dire, qui sont derrière le design et la conception à la fois du hardware Apple et aussi de la partie interface. Donc c'est quand même pas rien. Et tout ce beau monde-là se fait débaucher par Ive et par Mark Gurman, qui travaillent aujourd'hui ensemble sur... Alors, joli lapsus. J'ai dit Sam Altman. C'est Mark Gurman qui l'a annoncé. C'est Mark Gurman, le fameux qui a toutes les infos sur Apple qui arrive là. Donc c'est Sam Altman et Johnny Ive qui se sont alliés et qui ont une entreprise ensemble avec laquelle ils veulent créer un futur iPhone de l'IA, on a appelé ça comme ça, mais en fait on ne sait pas du tout si ce sera un smartphone, si ce sera des lunettes, à quel form factor ça prendra. En tout cas, ils sont en train d'inventer le device de l'intelligence artificielle, c'est en tout cas ce qu'ils veulent nous faire croire. Enfin là, ils ont une belle équipe pour le faire, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est excitant cette histoire-là, je trouve, c'est intéressant. Mais c'est marrant parce que Johnny Ive a toujours été un peu électron libre chez Apple. Souvenez-vous, les dernières anglais qui passait la plupart de son temps en Angleterre d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti. On l'imaginait dans les sous-sols de l'Apple Park, puisque le seul moment où on l'entendait, c'était en voix off durant les keynotes. C'est vrai. Donc on se demandait même s'il existait encore ou s'ils avaient créé une IA Johnny Ive, parce qu'on ne le voyait jamais. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est vraiment la dernière keynote où il s'est présenté au mois de juin. On l'a vu avec Tim Cook, avec qui il avait des rapports un petit peu conflictuels d'ailleurs sur vous savez, juste après les keynotes, au showroom, quand les produits sont présentés, c'est l'année où il présente ce fameux Mac qui a une tête de râpe à fromage. Il est là. Et c'est la dernière fois qu'il part juste après. Et en fait, il doit poser avec Tim Cook. Et moi, j'étais là, et d'ailleurs, j'ai pris une photo des deux. On sent une espèce de tension, quoi. Donc, je pense qu'il est très content aujourd'hui, maintenant qu'il a sa boîte de design Love From à Londres, de débaucher, en fait, de piquer les talents chez Apple comme ça. C'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre, de toute façon, il a raison. Mais en fait, ce dernier départ, moi, je trouve ça en dit long chez Apple sur le fait que depuis début 2023, en fait, il y a un nombre de mouvements comme il n'y en a jamais eu dans cette société. Non. Apple, c'est une boîte qui a la réputation d'être hyper stable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là en masse depuis 15 ans, 20 ans, qui ont commencé sous l'ère Steve Jobs, qui sont des pontes, qui sont des cadres. On sait que Tim Cook va passer la main sous peu, mais en fait, il va la passer à qui ? Parce que derrière lui, il reste des gens qui sont à peu près de la même génération. Enfin, sous quelques années, on va dire. C'est pas... Écoute, à ses 10 ans, donc en 2021, il a dit que dans 10 ans, il ne serait plus là.
on est à mi-parcours quand même. Oui, on est à Donc, mi-parcours. À un moment, il va falloir... Et puis on sait qu'il prépare, la suite. Je pense qu'il va bien lancer le Vision Pro. Je pense qu'il y en a encore pour 2-3 ans, histoire de bien caler le truc, et puis peut-être qu'après... Il faut qu'il ait un héritage, quoi. Oui, je pense qu'il faut qu'il termine l'histoire Vision Pro, et que le bébé soit sur sa lancée. Il prépare la suite. Alors après, les départs comme ça, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. On a l'impression que chez Apple, je vous dis, il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de gens... quand je dis ça, c'est des vice-présidents, des gens quand même, ou à des postes clés comme ça, qui sont partis depuis le début de 2023. Il n'y a pas le feu, hein. Quand là-bas, il n'y a aucun vent de panique, tout a l'air d'être normal. C'est sûr de ça quand même, parce que là, quand tu vois... En apparence, je te dis, personne ne s'inquiète. Parce qu'aussi derrière, ils font monter énormément de jeunes. Dans toutes les keynotes aujourd'hui, on voit nettement moins Tim Cook. On voit Craig Federighi, qui est un peu son Phil Schiller à lui, qui est là pour faire le clown, mais qui est un mec très sérieux, mais voilà, pendant les keynotes. Et on voit beaucoup de jeunes pousses en fait arriver. Et ils sont en train aussi d'injecter du sang neuf. C'est pas ces gens-là qui dirigeront Apple dans l'immédiat, dans les prochaines années, mais on sent qu'ils préparent le terrain, ils mettent beaucoup plus de femmes en avant, beaucoup plus de jeunes. C'est plus comme à l'époque de Steve Jobs, où il y avait Steve Jobs et 2-3 potes à lui qui venaient sur scène. Donc il se passe quand même quelque chose qui est en train de... On ne sait pas, il n'y a pas de nom de successeur annoncé, il y a plein de noms qui sont murmurés. Moi j'ai des pistes quand on connaît la maison, mais on sent que voilà, il panique pas non plus à mon avis, parce que sur le plan, dans l'esprit de Tim Cook, les choses se mettent en place. En revanche, moi je trouve que ce qui est intéressant, quand la partie design disparaît, on n'arrête pas de dire Apple, ouais, ils ont du mal sur le design. Il y a un truc qui a changé sous l'ère Tim Cook, c'est qu'il y a beaucoup de services, le design, le software, des choses comme ça, des gens qui bossent ensemble. Alors c'est bien, ça fait des services qui interagissent, ils sont tous sur tous les produits. Ben oui, mais quand vous commencez à retirer le design, il va y avoir des impacts aussi sur le logiciel, sur l'ajout de matériaux. Donc, oui, parce que le design, c'est pas simplement que la forme de l'appareil, c'est aussi à quoi ressemble iOS 18. Comment tu cales l'ergonomie, enfin le design, c'est pas simplement de l'aluminium brossé. C'est pas je dessine un téléphone. Mais c'est ça. C'est aussi ce que vous avez dans l'interface. Ils vont frapper à la porte à côté pour demander aux mecs qui sont en train de concevoir iOS, alors attention, si je te mets ça là, est-ce que ça va faire trop chauffer telle partie? Et ça, c'est pour moi, aujourd'hui, là, le danger pour eux, c'est que quand on perd des pièces clés et qu'on a eu l'habitude de faire travailler tout le monde ensemble, ça déstabilise un peu l'ensemble. Et puis c'est un équilibre assez fin, parce que tu as d'un côté le design, de l'autre côté les ingénieurs. L'entente n'est pas toujours là non plus. On sait qu'il y avait eu des mésententes au moment justement du Vision Pro, tu sais, où les ingénieurs en fait poussaient pour que, d'ailleurs avec Tim Cook, pour que l'appareil sorte, et les designers disaient non, c'est pas au point, on veut pas de la batterie externe, par exemple, la fameuse batterie externe qui est pas belle, c'est pas vraiment dans l'esprit Apple. Mais sauf que les ingénieurs disent oui, mais on peut pas intégrer un truc, le miniaturiser à tel point qu'on va pouvoir le mettre à l'intérieur du casque. Donc tu vois, ça crée aussi Ils prennent du retard aussi beaucoup à cause de toutes ces discussions. C'est ça, c'est un équilibre précaire en fait. Donc quand tu perds des pièces maîtresses dans ces équipes-là, ça génère encore un peu plus de chaos en interne. Ça donne des produits qui normalement sont bien plus peaufinés, finis quand ils sortent, mais ça donne du retard. Voilà, sur le Vision Pro, on est l'exemple même. Bon, on va voir si, évidemment, tout ça va avoir un impact chez Apple. Je pense que, évidemment, vu la puissance de cette boîte-là, tout ça a déjà été digéré, on va dire. Mais malgré tout, c'est des petits mouvements tectoniques, on va dire. Des signaux faibles. Des signaux faibles qui valent le coup d'être signalés, en tout cas. Voilà pour l'actualité de cette fin de semaine et de ce premier De quoi je me mêle de l'année. On revient dans un instant, notre deuxième partie. Et là, on va un peu se projeter. Et tout ça avec l'appui d'un article qu'a commis Mélinda sur toutes les annonces technologiques qu'on devrait voir arriver en 2024. En tout cas, peut-être des confirmations aussi technologiques avec Anthony, Mélinda Davansoulas. Deuxième partie de quoi je me mêle. C'est tout de suite. Merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.